Mimi Siku est sans doute l'un des derniers chasseurs Wayana. Des Amérindiens d'origine caraïbe qui tirent toute leur fierté de l'immense forêt tropicale qui les protège. Le territoire des Wayana s'étend le long du fleuve Maroni entre la Guyane française, le Suriname et le Brésil. Ici, la forêt vierge couvre de son long manteau cette partie de l'Amazonie encore épargnée par la déforestation. Cette jungle est la plus importante forêt tropicale du monde. Elle pourrait recouvrir toute l'Europe. Cette région, où la période sèche entrecoupée d'averses ne dépasse pas les 4 mois, abrite un grand nombre d'espèces particulièrement bien adaptées à la chaleur et à l'humidité. Les insectes grouillent sur le sol, alors que les singes et les oiseaux occupent la cime des grands arbres. Depuis très longtemps, les Indiens Wayana ont une réputation de grands chasseurs. Mais aux plus expérimentés, la nature réserve parfois quelques surprises. Même après avoir marché sur un nid de guêpes, Tom Pouce, le compagnon de Mimi Siku, n'abandonne jamais son gibier. Mimi Siku sait parfaitement imiter les cris des singes. Pour les attirer et les viser à parfois plus de 60 mètres de haut à la cime des arbres. La chasse comme la pêche a toujours été l'une des activités essentielles de la vie des Wayana. Tuer n'est surtout pas un plaisir, mais un acte nécessaire. Les chasseurs Wayana connaissent et respectent la nature parce qu'elle fait partie d'eux-mêmes. Elles forgent leur instinct et offrent le gibier indispensable à leurs besoins. Un singe tué est précieux. Et s'il reste coincé sur les branches, l'arbre doit alors être abattu pour le récupérer. Un geste qui n'est pas destructeur, contrairement à l'exploitation moderne de la forêt. Depuis toujours, les Wayana vivent grâce à la forêt. Ils la connaissent parfaitement et savent profiter de son abondance. Si les peuples amérindiens sont les premiers habitants de la Guyane, les chasseurs Wayana sont aujourd'hui les derniers témoins d'un mode de vie traditionnel et naturel. Tous les singes ont été ramassés, mais la chasse n'est pas terminée. Mimi Siku et ses hommes vont maintenant remonter le fleuve en pirogue, à la recherche des iguanes.
Si la chasse est aujourd'hui pratiquée au fusil, l'arc demeure très utile quand les cartouches font défaut. Une pratique qui demande une grande habileté. Les chasseurs Wayana savent depuis toujours que le gibier se mérite. Difficilement repérable à cause de son camouflage, l'iguane est une proie très recherchée. Si le singe et le tapir fournissent la meilleure viande, la chair du reptile est également très appréciée des Wayana. Des récits racontent que la faune guyanaise est très pauvre. Pourtant, les animaux existent bien, mais ils ne se voient pas facilement. Sauf pour les chasseurs Wayana, qui ont une vue hors du commun. Ils sont capables d'apercevoir de très loin un gibier parfaitement dissimulé dans une végétation très dense. Je suis né au Brésil, dans la province du Jari. C'est vers l'âge de 11 ans que je suis venu habiter avec mes parents sur les bords du fleuve Maroni. Mon père était un grand chasseur. C'est avec lui que j'ai appris tout ce que je sais sur la forêt. Comment en trouver et tuer le gibier, reconnaître les plantes et les fruits comestibles. Savoir quels sont les animaux tabous, auxquels il ne faut pas toucher car les esprits s'en trouveraient offensés. Il m'a appris aussi à éviter les dangers comme les serpents. C'est encore lui qui m'a montré que même un nid de guêpe renferme des larves très bonnes à manger. Mimi Siku habite le village d'Antekumpata, où règne encore une simple et réelle joie de vivre. Avec près de 200 habitants, Antekumpata est le plus gros des villages Wayana de Guyane, qui sont habituellement peuplés par une ou deux familles. Il porte le nom Wayana de son fondateur, André Cogna, Antekum, Pata signifiant village. Mimi Siku et André Cogna se connaissent depuis plus de 30 ans. Depuis son arrivée en 1961, André Cogna se dévoue corps et âme pour son village et ses amis amérindiens. Après avoir lui-même été adopté puis éduqué à leur mode de vie traditionnel, il essaie maintenant de leur faire bénéficier des apports de la civilisation, comme les fusils, les moteurs ou encore l'aide médicale. En 1967, j'ai décidé de m'installer en Guyane française, sur l'Itanie. Et j'ai créé un village, Antekumpata, ce village. Et je suis resté depuis ce temps-là. Alors je me suis dit que peut-être en choisissant, en étant sur l'Itanie, en créant un village, que je pourrais peut-être servir d'intermédiaire, d'éponge, en somme, entre deux formes de vie. Et que ça, par cette façon, je leur apporterais peut-être quelque chose qui ne compenserait jamais ce qu'ils m'ont apporté à ce moment-là, ce qu'ils m'apportent, et ce qu'ils continueront de m'apporter jusqu'au bout. Mais enfin, je veux dire que essayer de les aider d'une certaine façon, quoi. Malgré les efforts d'André Cogna pour préserver le mode de vie amérindien, l'administration est de plus en plus présente, car avec le renforcement des frontières, les Wayana ne peuvent plus se déplacer en Guyane sans papier d'identité. Pour cette raison, les gendarmes viennent régulièrement au village pour remplir les formulaires nécessaires à l'état civil. Mais ce qui tente le plus les Wayana, ce n'est pas la nationalité française, mais le RMI et les allocations qui l'accompagnent. Le risque de transformer en assisté un peuple fier et indépendant ne semble pas préoccuper l'administration, qui préfère résoudre le problème amérindien par l'assimilation à la vie moderne, plutôt que de réfléchir à un statut particulier réclamé depuis longtemps. Actuellement, c'est évident, quoi. Il y en a beaucoup qui disent, mais quand on leur pose la question, pourquoi est-ce que tu demandes ces papiers, et ils disent, mais parce qu'on nous a dit à Maripasoula que c'est la seule façon d'avoir de l'argent comme ça. Alors là aussi, je veux dire, je crois qu'il faut aider les gens de partout dans le monde, notamment en Guyane. Quand il faut vraiment les aider, il y a des besoins, mais pas n'importe comment. Et que c'est peut-être pas une solution satisfaisante que de transformer les gens en assistés purs et simples. Moi, lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé des gens qui étaient très fiers de ce qu'ils étaient. Et je ne parle pas seulement des Amérindiens, des Wayana, mais je parle aussi des gens de Maripasoula, des Boni par exemple, qui étaient très fiers de ce qu'ils étaient.
et qui maintenant, qui n'ont plus qu'une solution pour vivre ou pour survivre, c'est d'aller toucher un chèque à la fin du mois. Alors des gens qui étaient capables de vivre sur le pays, sur leur territoire, on les a transformés en personnes qui, dans quelques années, pour certains, ne pourront vivre qu'en allant acheter des boîtes de cassoulet ou des poulets congelés à Maripasoula ou ailleurs. C'est dramatique. Traditionnellement, les jeunes Wayana sont libres de toute éducation. L'école n'est donc pas obligatoire en Tecumseh. Mais conscients de l'avancée inéluctable de la vie moderne, André Cogna et les anciens du village ont tenu à ce que les enfants aient la possibilité d'acquérir une instruction qui leur permettra de choisir en meilleure connaissance de cause leur propre mode de vie. L'enseignement est donc dispensé seulement le matin. Le port du calimbé, l'étoffe rouge traditionnelle, étant la seule obligation. L'après-midi est normalement réservé au jeu et à l'apprentissage de la forêt. Un savoir ancestral est primordial pour chaque Wayana. Pourtant, beaucoup d'entre eux choisissent plutôt de regarder la télévision et préféreront plus tard partir pour la ville afin de trouver un travail. Mais ceux qui choisiront de rester sont le dernier espoir de survie de la culture Wayana. C'est vous qui avez gagné. J'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes qui deviendront un petit peu des leaders, qui comprendront ce qu'il y a à faire et que même s'ils sont de plus en plus confrontés avec ce monde occidental, et donc il y a des choses intéressantes qu'ils peuvent prendre de ce monde occidental, il y a des choses qu'ils ne doivent pas perdre, parce que le jour où ils perdront de plus en plus de choses, il n'y aura plus l'Amérindien en tant que race, ils seront rayés de la carte en tant que race. C'est ce que, dans certains cas, ce qui est en train d'être fait, quoi. Les Wayana sont d'excellents artisans. Face aux problèmes d'identité de son peuple, Kouliaman, l'un des plus vieux du village, continue de fabriquer des ciels de cases. Il le fait comme l'ont fait avant lui ses ancêtres. Un dessin naïf qui finira par décorer le plafond d'un carbet. Comme dans beaucoup d'autres villages, la culture sur brûlis est conservée. Chaque famille possède plusieurs abatis. Mimi Sikou travaille avec sa femme. Il cultive ainsi la banane, le manioc ou encore la patate douce avec laquelle il fabrique le kachiri, l'alcool de vie local. Mais seulement 2 récoltes successives peuvent être opérées à cause de la pauvreté du sol. L'histoire des Amérindiens rapporte que les Upului, pêcheurs et chasseurs, auraient fusionné avec les Wayana, de simples agriculteurs, au cours du XVIIIe siècle pour donner naissance aux actuels Wayana. Ceci explique sans doute qu'ils soient aujourd'hui tout à la fois. Les croyances des Wayana sont très étranges. Kuyuli a créé les hommes et la terre. Il trône dans un 2e ciel avec la lune et les étoiles. Mais dans le 1er ciel demeurent les esprits malins et nuisibles. À la fin de la journée, Mimi Sikou fabrique au coin du feu des flèches selon la méthode traditionnelle. Il la détient de ses aînés et s'applique à ne jamais l'oublier. Une partie des flèches servira à chasser, l'autre sera vendue à Cayenne, comme produit artisanal, et rapportera de quoi acheter de l'essence et des cartouches. La fabrication d'une holok est très particulière. C'est une coiffe composée de plumes d'ara et qui ornait autrefois la tête des Wayana lors de la fête du Maraké. Le Maraké est le nom donné aux épreuves d'initiation qui marquent les différentes étapes de la vie d'un Wayana. Des fourmis ou des guêpes sont posées sur le corps des postulants, qui doivent ainsi démontrer leur courage et leur résistance à la douleur. Pendant l'épreuve, les femmes apportent du kachiri et les danseurs, vêtus du long calimbé rouge des fêtes et de multiples colliers de perles, improvisent des chants.
Mimisiku a subi 3 maraquets au cours de sa vie. Mais aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus endurer ces épreuves. Alors le maraquet a disparu. Ce matin, Mimisiku et ses hommes partent plusieurs jours pour chasser le caïman. Ils remontent le cours du fleuve Maroni pour pénétrer plus loin dans les terres. Le plus grand fleuve de Guyane est magnifique. Pouvant mesurer plus de 4 km de largeur à certains endroits, il alterne les courants rapides et les eaux plus calmes. Il traverse sous différents noms le territoire des Amérindiens, s'appelant Litani, Lawa, puis Maroni. Avec l'arrivée des chasseurs professionnels, les Wayanas doivent aller maintenant de plus en plus loin pour trouver l'animal. Il leur faut au moins 2 jours pour remonter les courants et les chemins tortueux du fleuve, avant d'attendre la nuit pour commencer la chasse. Les yeux du caïman brillent sous la lumière de la torche et trahissent sa présence. La chasse, faite de patience et d'observation, doit être lente pour ne pas effrayer le gibier. Seuls les caïmans d'une taille suffisante sont chassés. L'arme utilisée, fusil ou arc, est choisie en fonction de la taille de l'animal. Après une première nuit de chasse, les caïmans abattus sont découpés en morceaux et cuits dans un bouillon avant d'être boucanés. Partir si loin dans la forêt est une véritable expédition pour les chasseurs. L'essence est très chère et les moteurs des pirogues en consomment beaucoup. Alors Mimisiku et ses compagnons ne s'accordent aucun répit. Ils travaillent sans relâche pour ramener suffisamment de nourriture afin de satisfaire les besoins de leur famille et de pouvoir distribuer du gibier à tout le village, comme le veut la tradition amérindienne de partager entre tous les bienfaits de la nature. Ainsi, dès qu'une partie de chasse est terminée, ils préparent le gibier et repartent aussitôt. La deuxième chasse est encore plus délicate. Mimisiku attrape avec l'aide d'un lasso tendu au bout d'une perche le caïman vivant. L'animal doit être saisi avec beaucoup de précaution car il reste vif et dangereux.
Mais s'il est extrêmement difficile de faire lâcher prise à ces mâchoires, les maintenir fermées ne présentent aucune difficulté. Une fois maîtrisé, il est aussitôt ligoté avec des lianes. Cette méthode de capture permet de conserver plus longtemps cette réserve de nourriture. Depuis quelques années, des règlements précis limitent la chasse des espèces les plus menacées. Mais leur application est encore trop récente et trop timide pour véritablement décourager les braconniers sans scrupules, qui se livrent à de véritables massacres, forçant les Wayanas à aller toujours plus haut sur le fleuve et à capturer un gibier dont la taille se réduit d'année en année. Mimiciku et ses compagnons, qui ne veulent pas oublier leurs racines, chassent pour assurer leur subsistance et non pas par plaisir. Authentiques habitants de la forêt, ils connaissent, eux, le prix de ces richesses et ne prélèvent que ce dont ils ont besoin. J'aime cette vie proche de la nature. Je suis très fier de ce que je suis, mais je crois être un des derniers chasseurs Wayana. Si Mimiciku et tous les Wayanas de Guyane profitent aujourd'hui d'une partie de la technologie occidentale, ils ne veulent pas laisser de côté les valeurs propres à leur histoire. Ils ont le respect des puissances de la nature et ne souhaitent qu'une chose, continuer à vivre en hommes fiers et discrets.